Alors, dans cette leçon, on va passer un petit peu en revue tous les fichiers et dossiers qui composent notre application Angular. Comme ça, vous aurez une meilleure vision d'ensemble et ce sera moins intimidant. Donc, comme vous le savez, quand on écrit une application Angular, on utilise le langage TypeScript. Le langage TypeScript n'est pas un langage qui peut être compris directement par un navigateur, donc il y a une étape de compilation dans laquelle on va transformer le TypeScript en JavaScript. Et d'une façon générale, il va également être possible de configurer la façon dont le TypeScript va fonctionner. Okay, donc ces trois fichiers ici que vous voyez, tsconfig.app.json, tsconfig.json et tsconfig.spec.json, c'est trois fichiers de configuration qui vont avoir un impact dans la façon dont on va utiliser le TypeScript dans notre application, et de la façon également dans laquelle le TypeScript va être converti au bout du compte en JavaScript. Est-ce qu'on va aller chercher une version plus ancienne de JavaScript, plus récente, ce genre de choses. Donc on y reviendra un tout petit peu plus tard dans la leçon suivante, on détaillera un petit peu plus en détail justement pourquoi est-ce qu'on utilise TypeScript. Toujours est-il que si vous regardez le contenu de ces fichiers, vous pouvez voir ici que c'est des fichiers au format JSON où on met simplement des éléments de configuration qui vont avoir une incidence dans la façon dont le TypeScript sera considéré ici dans votre dossier qui contient votre application. Donc là par exemple, le base URL, ça va avoir un impact dans la façon dont on va pouvoir importer les choses dans nos fichiers TypeScript. Ici le outdir, c'est un fichier où on va extraire, où on va compiler le TypeScript de façon intermédiaire pour être utilisé ensuite par le ng-CLI et notamment par Webpack pour fournir votre application. Ensuite ici on a un certain nombre d'options qui vont à chaque fois avoir une incidence sur la façon dont on va utiliser le TypeScript. Donc vous n'avez pas spécialement besoin de faire quoi que ce soit dans ce fichier de configuration, mais je vais quand même vous recommander quelque chose. Ici vous pouvez voir que par défaut, lorsqu'on crée une application Angular, on utilise un mode qui s'appelle le mode strict de TypeScript. Donc ce mode strict, en gros, ça va vous imposer beaucoup de choses un petit peu contraignantes au niveau du TypeScript. Et c'est pas quelque chose qu'on va recommander au début. Moi, je préfère que vous le changiez, que vous le passiez à false. Nous, dans le reste de la formation, on ne va pas utiliser le TypeScript en mode strict, tout simplement parce que il y a suffisamment de choses à apprendre sur Angular, suffisamment de choses à apprendre sur TypeScript pour passer trop de temps sur des difficultés au niveau de la syntaxe. Alors ne vous inquiétez pas, si jamais vous voulez laisser TypeScript en mode strict, vous pouvez. Tout le code qu'on va vous fournir ensuite pour les projets et tout le code qu'on va vous fournir via des répertoires Git, tout le code des leçons du cours écrit, tout sera fonctionnel avec le mode strict. Et le but du jeu, nous, c'est pas du tout d'écrire du mauvais code avec TypeScript, le code sera tout à fait pertinent. Simplement, voilà, on va essayer d'éviter trop de syntaxe contraignante, et du coup, on va préférer quand même utiliser le mode strict à false. Comme ça, vous savez ce qu'il en est, vous avez le choix, pas de mode strict, ce sera un petit peu plus facile au début, vous pourrez vous concentrer sur l'essentiel, et par la suite, éventuellement, vous pouvez le repasser en mode strict, en mode true, ça ne posera aucun problème, et encore une fois, si jamais vous préférez le mettre directement en mode strict, dans le cours écrit, vous avez toutes les syntaxes exactes pour que vous n'ayez absolument aucun problème. Ok, alors vous allez me dire, mais ici on a 3 fichiers de configuration, est-ce que c'est pas un peu beaucoup? En réalité, ça va dépendre de la façon dont on va utiliser notre application. Comme vous le savez, il va être possible de lancer un serveur de développement grâce à Webpack, qui va directement être géré par Angular CLI, ok? Et globalement, quand vous allez lancer un serveur de développement pour développer votre application, on va utiliser le fichier de configuration tsconfig.app.json, ok? Et dans ce fichier de configuration, si vous regardez, ici vous avez une clé extend qui, en gros, va charger le fichier de configuration qui est juste ici, d'accord? Sauf que ça va ajouter également un certain nombre d'options sur le fichier de configuration de votre TypeScript. De la même façon, si jamais vous lancez un serveur de test qui est différent d'un serveur de développement pour lancer les tests, dans ce cas de figure, c'est ce fichier tsconfig.spec.json qui va être chargé. Et comme vous pouvez voir, également, il va charger le fichier tsconfig.json. Donc en gros, ici, dans ce fichier tsconfig.json, on a des éléments de configuration qui vont être communs au serveur de test et au serveur de développement. Voilà. Mais au bout du compte, vous n'aurez qu'un seul fichier de configuration à chaque fois que vous allez faire quelque chose sur votre application. Alors, cela étant dit, maintenant on va pouvoir passer à la suite. Donc le fichier README, c'est un fichier dans lequel vous pouvez mettre ce que vous voulez. En gros, c'est une espèce de notice pour l'utilisation de votre application. Donc rien de particulier à ce niveau-là. Ensuite, on a le fichier package.json. Donc ça, c'est un fichier important, c'est un fichier dans lequel on va avoir la liste de toutes les librairies qui sont nécessaires au fonctionnement d'une application Angular. Okay, et vous avez également ici des scripts. Donc, on va commencer par les dépendances. Bon, vous savez quoi, on va commencer par le haut. Ici, on voit qu'on a le nom de notre application qu'on a appelé AppTest. Ici, vous avez la version de votre application. Éventuellement, quand vous allez commencer à écrire des vraies applications et que vous allez ajouter au fur et à mesure des fonctionnalités, potentiellement, vous pouvez également incrémenter le système de version de votre application. C'est pas très important au début. Ensuite, ici, on a une partie script. Donc, les parties script, en gros, c'est des choses qu'on va pouvoir exécuter depuis notre terminal, ici, en tapant npm run. Ok ? Donc là, quand je fais npm start, par exemple, ce qui va se passer, c'est que npm va aller lire le fichier package.json, il va aller regarder le script de start, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter cette instruction. Donc en fait, quand je fais npm start, c'est exactement la même chose que si ici, je tapais la commande ngserve. Ça fait exactement la même chose. D'ailleurs, je peux lancer, regardez, hop, vous avez vu, ça fait exactement la même chose.
Alors, ensuite, on a la possibilité de construire l'application. Donc ça, c'est quand on aura fini de développer notre application. On est content. On veut la construire pour pouvoir ensuite, eh bien, la délivrer à nos utilisateurs via l'utilisation d'un serveur web. Eh bien, l'étape ici de build va être une étape importante puisque c'est ce qui va nous permettre de créer, en gros, toute l'application finale pour être prête à l'utilisation pour nos utilisateurs. Et entre autres, eh bien, ça va nous permettre également de convertir tout le TypeScript en JavaScript, de convertir tout le Sass en CSS, etc., etc. Et d'optimiser également beaucoup de choses pour être le plus performant possible. Alors ensuite on a également un script qu'on va assez peu utiliser, qui est le script watch. Je vais vous montrer comment utiliser le script build. Donc vous faites simplement npm run build. Vous avez un seul script que vous pouvez utiliser sans faire run, c'est le script start. Ok, npm start ça fonctionne, ça va chercher start. Si vous voulez utiliser n'importe quel autre script, eh bien il va falloir d'abord mettre npm puis run, et c'est ce run qui va signifier à npm qu'on essaie d'exécuter un script de package.json. Voilà. Ok, donc là si je fais npm run build, eh bien hop, ça va construire notre application. Vous avez vu, ça a lancé le ng build et on peut attendre, on peut regarder ce que ça va faire. Concrètement, ça va créer un dossier dans lequel on va retrouver notre application. Je vais vous montrer. Alors ensuite on a le watch. Donc le watch en gros ça va permettre de construire l'application pour la production, d'accord, et mais de maintenir le fait de regarder le code qui va se situer dans SRC. Je m'explique. En gros, quand vous allez lancer ici npm start, le ngSource ça va lancer un serveur de développement qui va être optimisé pour votre expérience de développement. Donc vous allez avoir des messages d'erreur très précis, avec beaucoup d'indications et beaucoup d'aides, ok, mais ça va pas forcément être la façon la plus efficace et la plus performante, puisque ça va être une façon de compiler votre application telle que le développement soit facile. Maintenant, ensuite, quand vous allez faire npm run build, il s'agit plus du tout d'être facile à débugger. Le but du jeu ici, c'est de créer une application pour la production, donc en gros, ça va être la façon la plus performante de créer le résultat final de votre application. Et quand vous allez faire watch, eh bien, ça va construire votre application pour la performance, mais tout en maintenant la possibilité de développer. Donc ça va pas être très utile pour débugger quelque chose, mais ça peut être utile pour voir si ça fonctionne bien en mode production, en plus du mode développement. Ça peut être utile dans certains cas de figure, mais on va assez peu l'utiliser. Et ensuite ici, donc là vous avez vu que le script a fini de s'exécuter, et maintenant on a ici un nouveau dossier, un dossier dist, et dans ce dossier dist, eh bien on va retrouver tous les fichiers qui sont nécessaires au fonctionnement de votre application. Là vous avez vraiment votre application pour la production. Vous avez vu, c'est beaucoup moins impressionnant. On a simplement des fichiers JavaScript, on a un fichier index.html, et c'est tout. Et un fichier en CSS également. Et c'est tout. Et ça, c'est votre application Angular. Ensuite, vous n'avez plus qu'à récupérer ici votre dossier AppTest, et ça, c'est ce que vous devez retourner à votre utilisateur via l'utilisation d'un serveur web quand vous voudrez délivrer votre application en production. Et ensuite, ici, vous avez donc le test, le script pour lancer le serveur de test. Donc, comme je vous ai dit, Angular utilise une librairie qui s'appelle Karma. Et en gros, Karma, c'est un peu comme Webpack, mais c'est spécifiquement pour créer un serveur qui va lire que les fichiers de test, donc les fichiers qui terminent par .spec.ts. Il va lire tous ces fichiers, et il va les exécuter dans un environnement un petit peu particulier, donc spécifiquement dédié pour les tests. Ok ? Donc là, si vous faites npm run test, eh bien, vous allez voir que ça va lancer Karma. On peut regarder un petit peu à quoi ça ressemble, mais là, on peut voir qu'il n'y a aucun test parce que j'avais tout simplement supprimé le seul fichier de test qu'il y avait ici dans App, on l'avait supprimé, rappelez-vous. Voilà, mais c'est pas important, hein, ça fonctionne bien, ça marchera bien quand vous aurez des fichiers de test. Alors ensuite on a private, donc là ça veut simplement dire qu'on n'a pas vocation à publier notre application de façon publique. Ensuite ici on a la liste des dépendances, donc ça c'est toutes les librairies dont on va avoir besoin pour faire fonctionner l'application Angular. Ok ? Donc c'est assez simple, ici vous pouvez voir les différentes parties d'Angular, tout ce qui est nécessaire au fonctionnement d'Angular, vous avez toutes les librairies de base, sachant que plus on va avancer dans l'apprentissage d'Angular, plus on va ajouter des fonctionnalités, plus il va y avoir de librairies qu'on va ajouter en dépendance. Mais on n'est pas obligé d'avoir tout au début. Au début, on peut commencer avec quelques petites choses très simples, et ensuite on va complexifier. Donc on peut voir effectivement ici qu'on utilise une librairie qui s'appelle EricJS, qu'on va beaucoup retrouver dans les applications Angular. Vous allez voir, c'est une librairie un petit peu particulière dont on reparlera. Ici on a TSLib. Donc TSLib, c'est quelque chose qui va nous apporter des aides au niveau de l'utilisation de TypeScript. Et ZoneJS, c'est une librairie qui est utilisée par Angular pour la détection des changements sur une application. On en reparlera un petit peu plus tard. Voilà. Donc là, vous avez la liste de toutes les librairies dont vous allez avoir besoin de toute façon pour faire fonctionner votre application Angular. Ensuite, vous avez d'autres types de dépendances, ça c'est les dev dependencies. Donc les dev dependencies, en gros, c'est des librairies qui vont être utilisées, mais exclusivement quand vous allez développer votre application. D'accord ? Donc quand vous allez construire votre application en faisant npm run build, par exemple, eh bien, toutes ces librairies seront exclues parce qu'on n'en aura pas besoin pour l'application finale. Ça permet évidemment de gagner en performance, de ne pas ajouter des choses inutiles dans l'application finale. Et donc là, on peut notamment retrouver ici TypeScript, TypeScript qui n'est pas nécessaire pour l'application finale, puisque de toute façon, il est converti en JavaScript.
Ok, donc ça c'était le fichier package.json. Ensuite, vous avez ici un fichier package-log.json. Donc là, vous allez avoir la liste de toutes les dépendances, de toutes les dépendances des dépendances, de toutes les librairies qui sont utilisées dans votre application. Et ce que permet en gros ce fichier, c'est que si jamais vous travaillez à plusieurs sur un projet, eh bien vous travaillez avec exactement les mêmes versions. Parce que vous pouvez regarder ici dans package.json, vous avez ici des notations qui vont vous permettre de récupérer la dernière version de la version 15.0 par exemple. Et peut-être que ça va être .8, peut-être que ça va être .9, et en fonction du moment où vous allez installer vos dépendances, eh bien ça pourrait être amené à changer. Alors que si jamais vous avez, une fois que vous allez installer une première fois vos dépendances, donc pour installer les dépendances c'est très simple, vous faites npm install. Et quand vous faites npm install, ça va automatiquement lire le contenu ici de toutes les dépendances qui sont listées dans le fichier package.json et les installer. Okay, donc nous on n'a pas besoin de le faire parce qu'au moment où on a créé l'application, automatiquement elles ont été installées pour nous. Toujours est-il que si vous êtes donc plusieurs à travailler sur le projet, et bien que vous faites npm install, en priorité, ce que va faire npm, c'est qu'il va aller récupérer des versions de librairies précises qui seront dans le package-log.json, et ce qui permet à tout le monde de développer l'application avec les mêmes versions. Sachant que vous pouvez tout à fait supprimer ce fichier, vous pouvez également supprimer le dossier de notre module, ça ne pose absolument aucun problème, parce que somme toute, quand vous allez faire ensuite npm install, ça va les régénérer. Donc on va avoir un nouveau package-log.json qui va se mettre en place, et on va également avoir le node module qui va également être créé. Alors ensuite on a également un autre fichier qui est très important, c'est le fichier angular.json. Donc ça c'est des éléments de configuration pour notamment Webpack et également pour la construction de votre application finale. Donc je m'explique, comme vous le savez, quand vous allez lancer un serveur de développement, le serveur de déploiement utilise une technologie qui s'appelle Webpack, et en gros c'est du JavaScript qui va être interprété par Node.js, d'accord ? Vous n'avez pas besoin de vous en soucier parce que vous n'avez rien à faire de particulier. Toujours est-il que cet outil Webpack est un outil qui est très compliqué à configurer, d'accord ? Donc ce fichier angular.json, en gros, c'est un fichier qui va vous permettre de simplifier justement la configuration de ce fameux outil Webpack, et également de préciser quelques options si jamais on a besoin de préciser des options, donc pour garder de la souplesse. Donc au début, vous n'aurez pas besoin de vous en soucier, hein, si jamais on a des choses à faire dedans, eh bien on vous les précisera. Et d'autre part, ça peut vous permettre également de définir par exemple où est-ce que vous voulez construire votre projet. Ok, donc typiquement, si vous regardez au niveau de build, ici le build en fait fait référence à la commande ngbuild, ok, donc ça c'est un élément de configuration qui va être utilisé pour la commande ngbuild. Et toutes les commandes ng en l'occurrence vont utiliser des options qui vont être positionnées ici dans ce fichier angular.json. Et là vous allez pouvoir spécifier où se situe l'index, où se situe le main, où se situe le fichier de configuration, etc., etc. Donc en gros, vous expliquez à Angular CLI comment est-ce qu'il va pouvoir construire l'application, comment est-ce qu'il va pouvoir lancer un serveur de développement et comment est-ce qu'il va pouvoir créer l'application pour le build final. Voilà. Bon, au début on n'a pas besoin de passer trop de temps dessus. Ensuite vous avez le gitignore. Donc le gitignore en gros c'est un fichier qui va lister tous les éléments qui n'ont pas besoin d'être sauvegardés sur un répertoire Git distant. Donc c'est pas très important pour l'instant. Vous pouvez simplement noter par exemple qu'il y a notre module. On n'a pas besoin de stocker notre module sur un répertoire Git simplement parce que on peut tout simplement le recréer au fur et à mesure en faisant npm install, donc pas la peine de garder des grosses quantités de code pour rien sur un répertoire Git. Si vous ne connaissez pas Git, pour l'instant c'est pas très important. Ok, ensuite ici vous avez un fichier .editor.config. Donc ça c'est un fichier qui va être utilisé par exemple par vos formateurs. Donc rappelez-vous qu'on avait installé Prettier, et bien Prettier par exemple il va lire le contenu de ce fichier et ça va avoir un impact dans la façon dont il va justement formater vos fichiers à vous. Ok, donc c'est très pratique, on n'a rien de particulier ici à y faire. Ensuite, on a le dossier SRC. Donc, le dossier SRC, c'est le dossier où on va passer 99% de notre temps, puisque c'est là où on va créer tous les éléments de notre application Angular. Donc, dans ce dossier, on a tout d'abord ici un fichier style.scss. Donc ça, ce fichier de style, en gros, c'est un fichier de style qui va s'appliquer à l'ensemble des éléments de votre application Angular. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez créer un composant Angular, eh bien, en gros, ce composant va avoir son propre fichier de CSS. Mais là, vous pouvez voir que le app.component.scss, en gros, c'est un fichier qui va s'appliquer exclusivement pour le composant app.component.ts. Enfin, que pour ce composant en particulier. Ok ? Alors que ce fichier ici, style.scss, eh bien, c'est un fichier de style qui va appliquer du CSS qui va s'appliquer sur tous les composants à la fois. D'accord ? Donc dès que vous avez des choses un peu globales à faire, un peu génériques, vous n'avez pas envie de vous répéter dans tous vos composants, et bien vous mettez vos éléments de style ici. Ensuite ici on a le fichier main.ts. Ce fichier main.ts c'est le premier fichier qui va être exécuté par le navigateur. C'est le premier fichier, c'est ce qu'on appelle le point d'entrée de l'application, c'est le premier fichier JavaScript qui va être interprété par le navigateur. Voilà, donc je vous dis JavaScript parce que même quand vous lancez un serveur de développement, ce fichier est converti en JavaScript avant d'être interprété par le navigateur, dans tous les cas. Ok ? Et donc vous pouvez voir ici que c'est très très simple, on récupère simplement un module, on va reparler de ce module juste après, vous pouvez voir le module un petit peu comme la première brique fondamentale qui va
lancer l'application Angular, ok. Et là, eh bien, on va simplement appeler Platform Browser Dynamic, qui va nous générer un objet dans lequel il va y avoir une méthode qu'on va pouvoir appeler, qui s'appelle Bootstrap Module, et lui, on va simplement lui passer un module en entrée, donc en gros la première partie de notre application qu'on va charger, et ça va directement l'exécuter. Voilà, donc vous avez vu que c'est très très simple. Ensuite, on a le fichier index.html, donc comme vous le savez, Angular permet de créer des single page applications. Single page application, ça veut dire une page. Et cette page, eh bien, c'est celle-ci. Voilà. Ça, c'est la seule page HTML que vous allez, qui va composer votre application. Et donc ici, on peut retrouver tous les éléments classiques eh bien, d'une page HTML. Ici, on voit le doctype HTML pour signifier qu'on utilise la dernière version de HTML. Ensuite, vous avez les balises HTML, des balises head dans lesquelles vous allez pouvoir mettre des métas, éventuellement des links, vous allez pouvoir éventuellement charger des fichiers de CSS, vous allez pouvoir faire différentes choses, différentes librairies ou des trackers ou Google Analytics, tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous avez une partie body dans laquelle eh bien, il va y avoir le contenu de votre application. Et là, vous pouvez voir que on a un composant par défaut, qui va être chargé. Ça, c'est le composant root, c'est ce qu'on appelle le composant root, puisque c'est le premier composant qui va être chargé dans votre application. Okay, et ce composant app-root fait en fait référence, comme on l'avait dit ici, au selector de mon composant app.component. Ok, impeccable. Ensuite, vous avez ici donc le fichier favicon. Donc le favicon, c'est ce qu'on retrouve ici, tout simplement, vous savez, en haut, là, dans la barre, eh bien, vous avez une petite icône, ça c'est le favicon. Donc si vous voulez évidemment changer de favicon, ce qui est fort probable si vous faites une application personnalisée ou pour une entreprise, eh bien évidemment, vous mettez le favicon qui va bien. Vous avez simplement à remplacer le fichier. Ensuite, ici, on a un dossier asset. Dans ce dossier asset, globalement, c'est là où on va mettre toutes les images qu'on va utiliser dans notre application. D'accord ? Donc ça peut être des images, ça peut éventuellement également être des fontes particuliers. Si vous avez un designer qui a des fonts particuliers, bien c'est là où vous allez les mettre. Vous pouvez mettre éventuellement des SVG, ce genre de choses. Ensuite, vous avez un dossier app, et le dossier app, c'est là où vous allez créer toutes les fonctionnalités de votre application, puisque c'est là où vous allez créer tous les éléments Angular. D'accord ? Donc là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a ? On a un fichier app.module, ok, dans lequel on va répertorier ici le fichier app.component. Alors, on va pas rentrer tout de suite dans le détail sur ce que c'est qu'un module. En gros, un module, vous pouvez voir ça un petit peu comme une carte, d'accord, dans lequel on va avoir la liste de tous les composants dont on va avoir besoin pour mettre en place une fonctionnalité particulière. Donc imaginez que vous ayez une grosse application Angular, et vous ayez une partie pour les administrateurs et une partie pour les utilisateurs. Et bien par exemple, vous pourriez avoir un module pour la partie administrateur et un module pour la partie utilisateur lambda. Okay, et dans chacun de ces modules, eh bien chacun de ces modules va utiliser des composants différents pour faire quelque chose de complètement différent. Donc vous pouvez avoir un module comme une espèce de carte qui regroupe tous les éléments qui vont être nécessaires à la mise en place d'une fonctionnalité en particulier. Ok, donc on va rentrer après, plus tard, dans le détail du fonctionnement, on va pas surcharger pour l'instant. Et ensuite, ici, on a les différents fichiers qui composent notre seul composant de notre application pour l'instant, à savoir notre composant root, le app.component. Ok, donc voilà pour la partie SRC. Ensuite, notre module, donc c'est un dossier qui va contenir toutes les librairies qui sont nécessaires au fonctionnement de notre application Angular, ok, pour la production et pour le développement. Ensuite, vous avez le dossier 10. Donc, le dossier 10, on vient de le créer quand on a fait npm run build. Okay, donc ça contient le code final de votre application. Donc, à chaque fois que vous allez modifier quelque chose dans votre application et que vous voulez le récupérer pour la production, eh bien, il faudra reconstruire votre application. Et vous pouvez également le supprimer sans problème, puisque vous pourrez le recréer. Vous avez simplement à faire npm run build pour le recréer. Ensuite, vous avez un dossier VS Code, donc ça, c'est des éléments qui vont être chargés par VS Code et qui va permettre d'adapter un petit peu le comportement de votre VS Code pour s'adapter parfaitement à ce que vous voulez faire dans une application Angular. Et ici, vous avez un dossier Angular dans lequel vous allez avoir du code compilé qui va permettre d'accélérer considérablement eh bien, le chargement de votre application, notamment via le serveur de développement, mais également pour la production. C'est des éléments de cache, en gros. Okay, et c'est à peu près tout. Ok, donc vous avez vu, c'est relativement logique. Tous les éléments qui sont ici, c'est des éléments de configuration pour construire l'application pour le serveur de développement ou pour le serveur de test. Ensuite, dans SRC, c'est là où vous allez mettre tout votre code source, donc tous les éléments que vous allez ajouter pour créer votre application. Dans le app, c'est là que vous allez passer 99% de votre temps, c'est là où vous allez ajouter vos composants et vos modules et plein d'autres éléments dont on parlera plus tard. Dans les assets, eh bien c'est vos assets, c'est par exemple vos images. Vous avez votre favicon, un fichier index.html qui est le seul fichier HTML de votre application, et le main.ts qui est le premier fichier qui va être chargé lors de l'exécution de votre application. Voilà, et ensuite notre module, donc toutes les dépendances, VS Code, un élément de configuration pour votre VS Code, et Angular qui sert à stocker des éléments de cache pour accélérer le serveur de développement et également la production, quand vous allez construire votre application pour la production. Allez, c'est à peu près tout. Donc dans la leçon suivante, on va parler un tout petit peu de TypeScript. On va voir exactement pourquoi est-ce qu'on utilise TypeScript et quel est l'intérêt du TypeScript.
Alors, dernière petite précision également, vous allez voir dans les chapitres suivants, eh bien, vous pourrez retrouver ici des fichiers de configuration supplémentaires que vous n'avez pas dans la version 15. C'est tout à fait normal parce que certains des chapitres ont été réalisés avec la version 11 d'Angular. Donc en termes de fonctionnalité, ça ne change absolument rien. On met à jour dès que cela est nécessaire. Cela étant dit, ne vous souciez pas de fichiers supplémentaires que vous pourriez voir au niveau de la configuration, ça n'a absolument aucun impact et aucune incidence. Donc vous pouvez simplement tranquillement suivre la formation et vous verrez que tout se passera très bien.